Eva Braun a tourné 4 heures de film qui sont la matière brute de nos émissions. Nous les présentons sans montage, tels qu'ils ont été trouvés après la guerre. Un trésor historique. Le général SS Sepp Dietrich est assis à côté de Gretel Braun. Il semble familier. Eva filme cet impitoyable chef de la garde personnelle d'Hitler. Elle le filme avec des enfants, car toutes ces brutes font comme Hitler, ils montrent qu'ils peuvent perpétrer des crimes de masse et être humains, très humains. Comme quoi le mal n'est pas banal. Il se donne les apparences du banal, mais il est le mal. Sepp Dietrich est un ancien boxeur devenu garde du corps d'Hitler dans les années 20. Remarqué par sa brutalité, il est l'un des assassins de la nuit des longs couteaux de juin 1934 et laissera derrière lui pendant la guerre dans toute l'Europe un long cortège d'atrocités, dont la plus connue est le massacre des prisonniers américains de la bataille des Ardennes. Eva Braun filme Hitler avec Sepp Dietrich car elle participe, elle aussi, à l'effort de propagande du Reich. Elle les filme donc en contre-plongée, comme le lui ont enseigné Goebbels et ses caméramens de la Propagandastafel. Eva ne doute pas que ces images feront le tour du monde après la victoire. Pour elle, Sepp Dietrich est auprès d'Hitler un personnage capital. Alors à la fois, c'est un des créateurs de la SS avec Himmler, un des tout principaux lieutenants d'Himmler au début, pour le développement du mouvement SS, et puis en même temps, il va se prendre de passion pour la chose militaire, et il va devenir, semble-t-il, un officier, un général tout à fait capable, au moment de l'offensive des Ardennes et de ces choses-là. Et c'est peut-être un des éléments qui explique qu'il s'en sorte pas trop mal après la guerre. Il est plus vu comme un chef militaire que comme un SS. Il s'oppose à Hitler dans les derniers jours, ce qui lui vaudra la vie sauve à son procès. Fritz Eckmann. À ses obsèques, en 1966, 6000 anciens SS viendront le saluer au son de Ich hab einen Kameraden, l'hymne aux morts de l'armée allemande. Pendant la guerre, le maréchal von Rundstedt avait dit de lui « Il est correct, mais c'est un crétin ». Malaparte écrit dans Caput. Une froide cruauté s'était peinte sur le visage de l'Obergruppenführer Dietrich quand je lui avais raconté que les prisonniers soviétiques mangeaient les cadavres de leurs camarades. Dietrich s'était mis à rire. J'avais été extraordinairement attiré par son visage pâle, la froideur incroyable de ses yeux, sa petite bouche de poisson. Dietrich s'était mis à rire et il avait demandé: il mangeait de bon appétit? Malaparte écrit encore dans Caput. Au cours de ma longue expérience de guerre, je m'étais rendu compte que l'Allemand n'a pas peur du tout de l'homme fort, de l'homme armé, qui l'affronte avec courage et lui tient tête. L'Allemand a peur des êtres désarmés, des faibles, des malades. Ce qui pousse l'Allemand à la cruauté, aux actes les plus froidement, les plus méthodiquement, les plus scientifiquement cruels, c'est la peur des opprimés, des vieux, des femmes, des juifs. Bien qu'il s'efforce de cacher cette peur mystérieuse, il est fatalement amené à en parler.
à table en particulier, où la chaleur du vin et des aliments et le besoin inconscient de se prouver à lui-même qu'il n'a pas peur, poussent l'Allemand à se découvrir, à s'abandonner, à parler d'exécution, de massacre, avec une satisfaction morbide qui révèle non seulement la rancœur, la jalousie, la haine, mais une pitoyable fureur d'abjection. La mystérieuse noblesse des opprimés, des malades, des faibles, des gens désarmés, des vieillards, des femmes, des enfants. L'Allemand la perçoit, la sent, l'envie et la redoute, peut-être plus qu'aucun peuple en Europe. Et il en tire vengeance. Il y a une sorte d'avilissement voulu dans l'arrogance et la brutalité de l'Allemand, un profond besoin d'auto-dénigrement dans son impitoyable cruauté, une fureur d'abjection dans sa peur mystérieuse. C'est vraiment là, dans ce deuxième hiver de guerre, qu'Eva Braun passe les bornes de l'indifférence au malheur du monde. Eva sait bien qu'il y a la guerre, que des millions d'êtres humains souffrent du froid et de la faim. Peut-être ne sait-elle pas qu'en Pologne, les Einsatzgruppen massacrent les familles juives et que les usines à meurtre d'Auschwitz et de Birkenau vont bientôt être pleinement opérationnelles. Mais elle sait qu'il y a la guerre. La guerre, grosse malheur, disent les soldats allemands qui occupent la France. Eva Braun a une vocation au bonheur. Son indécence, c'est son innocence. Elle est tellement heureuse auprès de Madame Morel. Malaparte continue, toujours dans Caput. J'étais allé, quelques jours plus tôt, dans le ghetto de Varsovie. J'avais franchi le seuil de la ville interdite, ceinte de cette haute muraille de briques rouges que les Allemands ont construite pour enfermer le ghetto à la porte gardée par des SS armés de mitrailleuses. J'avais été atterré par le silence de glace qui régnait dans les rues, bondé d'une lugubre population apeurée et déguenillée. J'avais avec moi un garde noir, un grand jeune homme blond au visage maigre, au regard clair et froid. Il marchait au milieu des Juifs comme un ange du Dieu d'Israël. Le silence était léger, transparent. On eût dit qu'il flottait dans l'air. Au-dessus de ce silence, on entendait le léger craquement de 1000 pas sur la neige, semblable à un grincement de dents. Caput est un mot familier allemand, popularisé pendant la guerre, qui veut dire cassé, fini, démoli. C'est un mot qui vient de l'hébreu caparot et a donné aussi le mot français capot à la belote. Le photographe personnel d'Hitler, Heinrich Hoffmann, commence à se demander si l'Allemagne, elle aussi, n'est pas caput. Il a encore le cœur à plaisanter avec le jeune docteur Brandt, qu'Hitler considère comme le type parfait
de l'arien. Brandt a soigné le Führer un moment et se retrouve en 1946 dans la prison de Nuremberg pour avoir dirigé le programme d'euthanasie. Condamné à mort et pendu. En 1944, Hitler, prématurément vieilli, usé et abattu par la tournure des événements, se raccroche à ses amis de toujours et surtout Hoffmann. Mais les paroles de réconfort ou les rêves d'armes secrètes ne sauveront pas Hitler et son gang d'assassins. Après la guerre, dans un tribunal glacial, Heinrich Hoffmann sera jugé et à travers lui, la propagande du Reich. C'est le procès de Goebbels qui n'a pas eu lieu puisque le ministre s'est suicidé. C'est le procès des 5 millions de clichés pris par Hoffmann depuis le début du nazisme. Mais la Propagandastafel de Goebbels et les photographes professionnels et amateurs venus du monde entier ont fait un nombre astronomique de portraits et de plans d'Hitler. Et Hoffmann peut se défendre. Il n'est pas le seul à l'avoir encensé, le Führer. Il n'est vraiment pas le seul à avoir écrit des livres. Hoffmann se défend avec l'énergie du désespoir devant des juges qui ricanent, mais qui, peut-être, siégeaient il n'y a pas si longtemps dans les tribunaux du Reich. La sentence sera modérée et Hoffmann s'en tirera plutôt bien par rapport à ce qu'il a fait. Regardez-le, à peine 3 ans plus tôt sur la terrasse, filmé par Eva, faisant le bouffon pour Hitler, avec les autres nazis comme ici Hermann Esser, autre personnage insensé de la bande. Esser est l'auteur d'un ouvrage fondamental, publié à Berlin en 1939, La peste juive. Esser, c'est un vieux compagnon, c'est un des premier compagnon de Hitler dans le parti nazi vers 1920. Un antisémite fou aussi. Oui, oui, oui. Et qui n'est pas un intime de Hitler, mais justement, c'est significatif que de temps en temps, il le rencontre et il l'invite au Berghof. Il y a aussi un effet de retrempage dans les origines, là, très clairement. Voilà, il est avec Esser, qui a l'air vraiment d'un crétin. Vraiment. Il était secrétaire d'État au tourisme à Esser. Vous vous rendez compte, en 1943. En pleine guerre, il devient secrétaire d'État, oui. Au tourisme. Le tourisme en Allemagne, ça devait être quand même limité, non? Alors évidemment, ça paraît comme une blague de se dire qu'il est ministre du tourisme dans l'Allemagne, alors qu'il y a 2000 bombardiers qui dévastent l'Allemagne tous les jours, en permanence. Eh bien, ça a du sens si on se place dans une espèce de rêve comme ça, éveillé, en se disant, après la victoire, ça sera le plus grand pays d'Europe au point du tourisme. C'est en fait une idée après la victoire, quoi. Je rapprocherai ça d'un propos de Hitler à Leni Riefenstahl, quand il la reçoit une dernière fois au Berghof à l'occasion de son mariage, au printemps 1944. Et il lui dit... Certes, nos villes sont bombardées, mais j'ai tout fait photographier pour reconstruire à l'identique. Et puis, vous savez, grâce à moi, l'Allemagne a gagné des régions touristiques très importantes, en Autriche et dans les Sudètes en particulier. Et donc, il n'y a plus aucune raison que les Allemands aillent en vacances à l'extérieur. Ils pourront, grâce à moi, aller en vacances en Allemagne. Et là, quand il dit ça, il ne pense pas à l'Ukraine et à la Crimée. Il pense aux Sudètes et au Tyrol. Donc, il peut y avoir un sens de donner un ministère du Tourisme à un très vieux compagnon du parti, qui n'a pas brillé spécialement par sa compétence, mais que Hitler fétichise un peu comme un vieux compagnon, un peu garant de la réussite malgré tout de son entreprise, parce que la Providence est de son côté. Et donc il multiplie justement vers la fin ces gestes qui sont comme des appels désespérés à la Providence. Quand on voit ces images-là, qui sont des images à la fois intimes, décontractées, mais en même temps qui sélectionnent, qui isolent des personnages d'une extrême importance et dont je pense Eva comprend l'extrême importance. Il y a évidemment le Führer de l'Allemagne, mais il y a aussi Albert Speer qui est, Eva est bien placée pour s'en rendre compte, l'un de ses principaux collaborateurs.
même s'il n'a pas encore le rôle écrasant de ministre de l'armement, c'est-à-dire en gros de toute l'industrie et de toute l'économie allemande, qu'il va occuper de 1942, avec une autorité croissante, jusqu'à l'extrême fin du régime. C'est donc un homme extrêmement important, aussi important dès cette époque que Goebbels, par exemple, pour ce qui est de la propagande. Et on le voit d'ailleurs se pavaner, se rengorger, et c'est Eva qui tourne tout ça, ce qui accrédite l'idée qu'elle tourne pour l'avenir et pour la gloire du régime elle-même et pour sa propagande, au moins après la victoire, de même que sans doute ces films ont une fonction de séduction pendant le combat à l'égard du Führer lui-même. D'après Speer, ils n'ont pas de grandes discussions politiques, mais enfin, de temps en temps quand même. De temps en temps, Hitler lui fait des confidences, et puis je rappelle que Speer a quand même sauvé sa tête en dissimulant pas mal de choses, donc on peut penser que dans ses mémoires, en 1969, il en dissimule encore un bon paquet. Et donc, quand il dit que Hitler lui exposait pas souvent ses idées politiques et encore moins militaires, il faut peut-être voir des exceptions. Et lui-même fait une exception, parce qu'en 1936, il reçoit le cardinal Faulhaber, le cardinal archevêque de Munich, et en sortant d'un entretien assez tendu, semble-t-il, de plusieurs heures avec Faulhaber, il dit à Speer: je serai, si je réussis, le plus grand homme de tous les temps, et si j'échoue, je serai le plus maudit de tous les temps. Il a dit une parole comme ça à Speer. Vous savez, nous avons fait un film sur la traque des nazis après la guerre, et on n'est pas encore revenu du fait que Speer n'ait pas été condamné à mort et pendu à Nuremberg. On n'en est pas encore revenu. On trouve ça inimaginable. Il était à peu près 10 fois plus coupable que tous les autres. Et il a cette particularité, c'est qu'il se repent. Il est le seul à se repentir, mais tout en niant le plus grave, c'est-à-dire sa connaissance du génocide des Juifs, et donc sa participation. Le grand architecte du procès, c'est le procureur américain Robert Jackson, et que Jackson a un souci pédagogique dans ce procès. C'est que les nazis soient jugés de manière régulière, qu'on leur fasse un procès régulier où ils aient tout loisir de se défendre et de s'expliquer sur leur conduite, après quoi donc les sanctions seront justes au regard de l'histoire, et si le mot avait existé, Jackson aurait dit: le négationnisme sera impossible. C'est vraiment son but, que ce ne soit pas une justice de vainqueur, une justice barbare de quelqu'un qui a la force pour lui, mais que le droit s'introduise. Et donc le repentir de Speer, le fait que Speer reconnaisse un peu de sa responsabilité, et que, à ce titre, il n'écope que de 20 ans de prison au lieu de la peine capitale, c'est une chose qui... Je ne dis pas que Jackson l'a voulu, parce que ça s'est joué un petit peu dans le hasard des délibérations et des bisbilles, notamment américano-soviétiques, dans ces délibérations, puisque, disons, les soviétiques voulaient tuer tout le monde et les occidentaux étaient plus portés à l'indulgence. Donc il y a eu une négociation un peu de marchand de tapis, où Speer s'est pris ses 20 ans, qui ont d'ailleurs été, je ferai observer pour lui, la peine la plus dure possible, puisque c'est un quadragénaire. Il prenait 10 ans. Il pouvait rouvrir un cabinet d'architecte à la sortie, il prenait 20 ans et il les faisait jusqu'au bout, il sortait à 60 ans à l'âge de la retraite, et il pouvait difficilement rouvrir son cabinet d'architecte ou reprendre une véritable carrière. Et donc ces 20 ans ont été en fait la punition la plus terrible de toutes. Mais c'est vrai qu'il a sauvé sa tête d'une manière parfaitement anormale et immorale par rapport à quelqu'un comme Sauckel, qui était en quelque sorte son subordonné, puisque lui commandait tant de millions de travailleurs pour son économie, et c'est Sauckel qui les rasiait dans l'Europe entière, et à ce titre a été pendu. Baldur von Schirach, condamné comme Speer à 20 ans de prison, avait été le chef de la jeunesse hitlérienne.
Il avait épousé la fille d'Hoffmann, le photographe. Hitler l'avait nommé en 1940 Gauleiter de Vienne, c'est-à-dire véritablement vice-roi d'Autriche. Au Berghof, il faisait de longues promenades conciliabules avec le Führer. Son parcours est assez étonnant. Il a tout faux. Né à Berlin en 1907 d'un père aristocrate et d'une mère américaine, il aurait pu rester tranquillement aux États-Unis, mais il était devenu antisémite en lisant les œuvres du constructeur d'automobiles Henry Ford. Il avait rejoint Hitler dès le début. Il est fasciné, vers l'âge de 16 ans, par un discours de Hitler et évoque la galère. Et par ailleurs, il est beaucoup plus compromis qu'il ne l'a dit. Il a prétendu n'avoir rien connu du génocide des Juifs, par exemple. En tant que Gauleiter de Vienne, à partir de l'automne 1940, on sait qu'il restait 60 000 Juifs à Vienne quand il arrive, et il les a rapidement fait partir, mais il ne savait pas. Et même son jugement à Nuremberg dit... On n'est pas sûr qu'il ait su vers quelle destination ils allaient quand il a chassé ces 60 000 Juifs de Vienne. Donc voilà, il a aussi sauvé sa tête d'une manière scandaleuse. Par ailleurs, on apprend que justement il fréquentait beaucoup moins, le couple Schirach fréquente beaucoup moins le Berghof à partir de fin 1935, et on peut soupçonner qu'il y a un rapport étroit. De même concernant Magda Goebbels et quelques autres, et Angela Raubal, la demi-sœur de Hitler, qui tenait la maison au Berghof, et tout ce monde-là disparaît ou vient beaucoup plus rarement au Berghof à partir de la fin 1935, et ça coïncide assez curieusement avec la montée de l'étoile d'Eva Braun. Et donc ce sont des femmes qui n'ont pas supporté de découvrir que Hitler avait cette maîtresse cachée. Très visiblement, il y a un rapport entre cette constatation et leur éloignement, et donc un comportement de jalousie tout à fait clair. Donc du coup, le couple Schirach vient beaucoup moins au Berghof, mais nous apprenons que le dirigeant nazi qu'il fréquentait le plus s'appelait Heinrich Himmler. Et il y avait effectivement une passerelle évidente, une autoroute entre la Hitlerjugend et le recrutement du mouvement SS. Eva Braun a filmé sur la terrasse les pires des assassins. Himmler, chef suprême de la SS. Heydrich, chef suprême de la sécurité du Reich, et un personnage qui pourrait bien être Müller, chef suprême de la Gestapo. Très rarement photographié et encore moins filmé. Pour être si proche de tels monstres, Eva Braun devait forcément en savoir plus long sur les crimes et les camps. Là-dessus, je répondrai par l'incident avec Henriette Hoffmann, épouse von Schirach, incident qui a lieu en début juin 1943, et qui prouve, je crois, la manière dont Hitler tenait à l'écart les femmes des aspects les plus noirs de son régime. Henriette revient d'un voyage en Hollande, où elle lui dit qu'elle a vu le départ de femmes juives pour une destination inconnue. Elles étaient maltraitées, on mettait les Hollandais à l'écart en disant « les Ariens, tirez-vous ». Elle-même a vu ça depuis sa chambre d'hôtel. Elle est extrêmement choquée, elle dit, comme on dit toujours dans les dictatures, le Führer n'est certainement pas au courant, sauf qu'elle vient de lui poser la question elle-même un soir où le couple est en visite au Berghof. Et en précisant qu'elle l'a fait après qu'Eva s'est retirée pour la nuit. Et Hitler, à ce moment-là, monte sur ses grands chevaux et lui explique notamment, en mettant ses mains en coupe, il lui dit, vous comprenez, il y a le sang allemand qui coule tous les jours. Et alors, si on ne veut pas que ça soit en pure perte, il faut qu'une quantité égale de sang juif coule également tous les jours. Et donc là, il révèle pour la première et unique fois devant quiconque, homme ou femme,
le génocide, à notre connaissance. Il en a certainement parlé entre quatre yeux à Himmler et à Heydrich et à quelques autres. Mais c'est la première fois qu'on a un suivant lequel il avoue le génocide des Juifs intégral, des Juifs d'Europe. Et en même temps, on voit bien qu'il n'en a pas parlé à Eva Braun. Hitler ne voulait pas entendre une femme parler de questions politiques et encore moins militaires. Pour Hitler, la femme, c'est le repos du guerrier. Les délicieuses images des films d'Eva reposent ce guerrier, abreuvé chaque jour de sang qui coule et de divisions qui disparaissent. La femme montre ses tailleurs haute couture et visite le zoo de Berlin qui va devenir le principal centre de la FLAC, la DCA, dont le tonnerre et les éclats effrayeront les animaux de la jungle. Eva montre son talent de cinéaste amateur en s'attardant sur ces pauvres bêtes dont certaines seront mangées pendant la bataille de Berlin. Pendant que les derniers Waffen-SS de la division française Charlemagne se battront contre les Russes. La femme doit faire du tourisme, ce que les films d'amateurs d'Eva Braun montrent abondamment. Son chef-d'œuvre, c'est le fameux voyage en Italie qu'elle projetait sans arrêt. On la voyait s'arrêter longuement, avec une satisfaction de parvenue, sur ses malles et ses sacs nécessaires à un voyage d'une semaine. Elle a en particulier une collection étonnante de sous-vêtements en soie, des dizaines de combinaisons et beaucoup de porte-jartelles de différents modèles. Elle a pu aussi multiplier son trésor de bas de soie à la suite de la prise de Paris par la Wehrmacht. Elle emporte aussi une partie de son énorme cheptel de gants qui ne seront peut-être pas vraiment utiles à Portofino. Ce qui nous donnera ensuite d'intéressants documents filmés sur la mode des années 40 et particulièrement celle des maillots de bain. Madame Margaret Speer, Gretel Braun, un petit colporteur fasciste de Portofino, personnage d'Amarcord de Fellini. Gretel et sa mère. Deux touristes allemandes facilement reconnaissables. Eva et sa grande amie Marion Schönemann, la seule qui ose tenir tête au Führer. La vente de l'artisanat des religieuses d'un couvent de Florence. Gretel Braun frémissant au soleil, en attente de Marie.
qui viendra bientôt, le général SS Fegelein. Quelques images aussi qui devaient plaire au Führer, du Vésuve en éruption, semblable à sa guerre. Et de ruines. Les femmes du Berghof, autour d'Eva, sont bien entendu les épouses des dignitaires et des secrétaires qui suivent le Führer partout, à la chancellerie de Berlin, dans ses quartiers généraux de campagne et ici au Berghof. La plus remarquable semble être Gerda Christian, dont Eva est jalouse d'être aussi proche du Führer. Née Gerda Daranowski en 1913, elle était devenue, en 1937, la principale assistante d'Hitler. Elle épouse un officier de marine et devient Gerda Christian. Elle sera fidèle jusqu'au bout au Troisième Reich et même jusqu'à sa mort en 1997. Dans son livre « Les tentatrices du diable », François Delplat rapporte ses propos de secrétaire recueillis après la guerre. Pendant les repas, Eva Braun se mêlait très peu à la conversation, du moins dans les premières années. Plus tard, quand elle eut acquis plus d'assurance, elle y prenait part suivant son humeur du moment. Je la voyais s'énerver chaque fois que Hitler continuait à discourir sur un de ses thèmes favoris, au lieu de quitter la table, une fois le repas terminé. Elle manifestait ostensiblement son impatience. Pendant les années de guerre, sûre de l'ascendant qu'elle avait pris sur Hitler, elle osa même lui lancer des regards réprobateurs ou demandait à haute voix l'heure qu'il était. Hitler interrompait alors brusquement son monologue et levait la table en s'excusant de son bavardage. En fait, c'est le premier biographe d'Eva Braun, Neringen, qui a résumé la position de la jeune femme dans la vie d'Hitler. Son rôle essentiel était de mettre Hitler en confiance par sa présence physique, de l'amadouer, de le soigner, de l'apaiser par l'assurance constante de son dévouement, de lui témoigner qu'il pouvait se fier à elle, lui qui ne faisait confiance à personne. L'avant-dernier anniversaire d'Hitler, le 20 avril 1944, est un témoignage assez impressionnant de cette fidélité d'Eva Braun jusqu'à la fin. Elle lui montre les cadeaux qui vont remonter le moral du Führer. Le portrait de sa mère, morte si jeune d'un cancer, après avoir été mal soignée, peut-être par un médecin juif. Et bien d'autres témoignages de la ferveur nazie encore intacte. Pourtant, Eva Braun visionne chaque semaine les Deutsche Wochenschau, les actualités de guerre qui montrent la retraite de la Wehrmacht. Alors elle chasse cette image dérangeante et se détend en visionnant des films interdits au reste des Allemands par la censure nazie. Un jour, on a projeté « Autant on emporte le vent ». Ça, c'était nouveau. Au Berghof, c'était Eva qui choisissait les films.
welche Filme zu beschaffen hat. Elle disait à notre projectionniste quel film elle voulait. Ensuite, on l'appelait Berlin. Et le coursier, qui faisait tous les jours la navette avec le lieu de résidence du Führer, nous apportait les films. Autant en emporte le vent restera le film préféré d'Eva Braun. Hitler est jaloux de Clark Gable et préfère Le Dictateur de Chaplin qu'il verra 10 fois et qui le fera toujours rire. Le monde souffre et a faim. Et l'indécence, c'est qu'Eva Braun, en juin 1944, organise le fastueux mariage de sa sœur, Oni Day. Eva Braun n'aura jamais manqué de rien et se sera gavée de pâtisseries, alors que dans toute l'Allemagne, le beurre est devenu une denrée extrêmement rare. Les dieux baffrent quand ils sont à leur crépuscule. Eva Braun, pendant la terrible souffrance des soldats de la Wehrmacht dans la neige de Stalingrad, avait refusé de donner au moins l'un de ses nombreux manteaux de fourrure. Et voilà les parents Braun qui profitent jusqu'au bout. Et voilà le beau-frère d'Eva Braun, le jeune général SS Hermann Fegelein, ancien des Einsatzgruppen, les commandos d'extermination des Juifs de l'Est. Il sera arrêté, complètement ivre, dans le lit d'une espionne au dernier jour de la bataille de Berlin, et Hitler le fera fusiller pour trahison, malgré les supplications de Gretel Braun enceinte. Eva ne tentera rien pour le sauver. La fille de Gretel et de Fegelein sera prénommée Eva. Elle se suicidera à 20 ans à la suite d'un chagrin d'amour. Hitler a échoué en provoquant la mort de 50 millions d'êtres humains, un océan planétaire de ruines et le plus grand gaspillage de ressources de toute l'histoire. C'est beaucoup pour un seul homme, qui sait maintenant que tout est fini, que l'armée rouge est aux portes de Berlin. À quel moment, à votre avis, il a achevé de croire à une quelconque victoire ? Ou est-ce qu'il y a toujours cru? Je sais pas. Je pense qu'il s'est toujours efforcé d'y croire, avec quand même un élément rationnel, qui était la rupture Est-Ouest. À partir du moment où il y aurait une rupture Est-Ouest, où tout d'un coup les Anglais, et surtout les Américains, commenceraient à trouver Staline dans sa puissance grandissante, plus dangereux que Hitler dans sa puissance déclinante, à ce moment-là, il y aurait moyen de s'entendre avec les alliés de l'Ouest pour sauver le territoire allemand du bolchevisme. Et dans ces conditions, le régime nazi survivait, soit directement et entièrement sous la conduite de Hitler, soit peut-être sous celle de Himmler et de Göring, en faisant semblant d'organiser une trahison et une bisbille entre eux, si les Alliés ne pouvaient vraiment pas supporter de traiter avec Hitler. C'est ce qu'il a fait à la fin. C'est ce que, semble-t-il, il essaye de faire à la fin. Mais en fait, c'est une méconnaissance totale de ce qui se passe dans la tête des Alliés. Churchill est très clair dans sa tête et dans ses actes. On liquide Hitler d'abord. Staline, on voit plus tard. Tout en essayant de limiter d'ores et déjà ses gains par la négociation à Téhéran, à Yalta. Mais il n'est absolument pas question de se retourner contre Staline avant d'en avoir fini avec Hitler. Comment elle a vécu ça, Eva Braun, à votre avis? Qu'est-ce qu'on en sait de ce qu'elle a vécu, de cette chute
Il y a quelques lettres d'elle, notamment à sa sœur Ilse, qui a dû quitter son appartement de Breslau devant l'arrivée des soviétiques au début de l'année 45, et elle lui écrit c'est bien que tu aies gardé les clés parce que tu pourras y revenir dans 15 jours. Donc elle s'efforce elle-même d'y croire, et en même temps elle fait tout comme lui, les gestes qu'il faut, les testaments, elle partage ses bijoux, elle fait connaître ses dernières volontés à son entourage en temps utile, elle écrit ses lettres d'adieu, et donc elle est lucide sur le fait que si ses espoirs sont déçus, il n'y a qu'une issue, c'est le suicide commun. Le SS Rokusmisch était dans le bunker. Hitler hat sich verabschiedet. Im Gang habe ich sprechen J'ai gehört. entendu Hitler parler dans le couloir. Moi, j'étais au téléphone et Hitler parlait à voix basse. Mais je l'ai entendu quand même. Oui, c'était Hitler. Quand j'ai raccroché, je suis allé voir et j'ai eu juste le temps de voir Hitler quitter le couloir. J'ai demandé aux autres, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, le Führer vient de faire ses adieux. Moi j'ai dit, ah bon? Et puis ça a été le silence total. Personne n'osait dire un mot. Le mariage intervient, pourquoi? Pour une sorte d'ultime faveur, enfin, d'ultime récompense. On ne peut pas savoir s'il a été promis par Hitler à un moment ou à un autre, mais c'est assez vraisemblable qu'il lui ait dit « je t'épouserai après la victoire ». C'est assez vraisemblable. Donc, au moment où le suicide est décidé, quand les dernières tentatives de séparer l'Est et l'Ouest échouent, on peut les situer très clairement dans l'après-midi du 28, quand les Alliés se mettent à parler à la radio des tentatives ridicules de Himmler pour signer une paix séparée avec l'Occident. Ça, c'est annoncé sur une radio alliée, et Hitler reçoit la dépêche des mains, semble-t-il, de Rokusmisch en plein après-midi du 28 avril. Et donc à ce moment-là, il pâlit, il rougit, il manque de s'évanouir. Anna Reitsch également est témoin de ce moment et le raconte à peu près dans les mêmes termes. Et on peut penser que c'est l'une des raisons de la pâleur de Hitler, c'est qu'il comprend qu'il ne va plus vivre que pendant 2 jours, et que c'est son suicide qui est là, obligatoire. Parce que finalement, le suicide prend le sens d'une ultime tentative pour dire aux Américains, vous voyez que vous pouvez traiter avec Himmler, puisque je disparais, je quitte la scène, donc maintenant la scène est libre, et vous pouvez traiter avec des nazis raisonnables, qui cultivent des sentiments pro-occidentaux depuis des années, qui le disent à vos diplomates en Suède, en Suisse. Donc c'est Himmler et c'est Göring. Et je les couche sur mon testament en disant que je les aime plus, que c'est des traîtres. Donc vous pouvez y aller. Vous pouvez faire ami avec eux. Et à ce moment-là, dans le même temps où j'écris ce testament, qui les déchoit de toute idée d'être mes héritiers, j'épouse Eva Braun et je fais fusiller celui qui, du même coup, devient mon beau-frère, c'est-à-dire Hermann Fegelein, qui n'est autre que le correspondant de Himmler dans le bunker. Comme preuve que je suis bien fâché avec Himmler, je vais jusqu'à fusiller un bonhomme dont je fais quelques heures après mon beau-frère à titre posthume. Ça vous prouve bien que je suis fâché avec Himmler, non? Bon, c'est une interprétation possible du mariage. Est-ce que c'est le ressort principal de la décision? On ne le saura jamais. Mais bon, c'est un aspect, de toute façon, avec Hitler, pratiquement toutes ses décisions ont des aspects comme ça multiformes et multifacettes. Il n'y a eu aucun bruit. On a attendu. Ça a duré longtemps.
Personne n'osait parler. Hat lange gedauert, Tout le monde avait peur. bis dann einer rief, Quelqu'un a crié Linge, Linge, « Je crois que ça y est ». ich glaube, es ist soweit. 30 avril 1945. Les chars russes sont à quelques mètres du bunker de la chancellerie. À 15h30, Hitler et Eva Braun se donnent la mort. Da ging die Tür auf und da habe ich gesehen, Et puis, Hitler la porte s'ouvre dem Tisch et j'ai vu eingelegt, Hitler den Kopf auf avec den la Tisch. tête sur la table. Der saß so und Eva mit angezogenen Knien Et j'ai vu zu Hitlers Kopf. Eva Braun Jetzt weiß ich nicht, hat Hitler avec la tête sur auf les dem genoux Sofa d'Hitler. gesessen, am Rand oder im Sessel? C'est une Das image weiß ich nicht. que je n'oublierai jamais. Jedenfalls, das war zusammen, das Bild, das werde ich nicht vergessen, niemals. Il y a un testament politique et un testament privé. Le testament privé disant d'ailleurs grand bien d'Eva Braun, tout en révélant son existence au peuple allemand. Le plus fidèle paladin à ses côtés, c'est Goebbels, avec son suicide familial à grand spectacle. Tout ça a quand même l'air de vouloir dire que le nazisme renaîtra de ses cendres et de lui donner un sens le plus héroïque possible pour qu'un jour de nouveau Hitler ou un nouvel Hitler reprenne le flambeau de Parsifal, le flambeau de cet être solitaire qui revient sauver l'Allemagne. Vous pensez que ça arrivera? Moi, là, je pense qu'il se fourre le doigt dans l'œil et que, heureusement, tout ce qui s'est passé depuis montre qu'il s'est fourré le doigt dans l'œil. Mais justement, grâce à des événements quand même pas fatals, sinon improbables, comme le procès de Nuremberg. C'est très important qu'il y ait eu le procès de Nuremberg pour éviter ce scénario, par exemple. Alors là, évidemment, ce ne sont plus les films d'Eva Braun que nous voyons maintenant, mais l'arrivée des troupes américaines et françaises de la 2e division blindée du général Leclerc au Berghof le 4 mai 1945. Dans ces ruines, chacun de ces soldats pouvait se dire qu'il n'avait pas combattu en vain. Tout semblait encore possible. C'était le temps où l'innocence avait vaincu l'indécence. Le temps où un capitaine de parachutistes de la 101e division aéroportée américaine, installé devant l'écritoire en or de Göring, faisait l'inventaire des œuvres d'art pillées dans toute l'Europe. Le mal se donne-t-il les apparences de la banalité, comme le dit Hannah Arendt? Y a-t-il donc une banalité du mal qui le rend si dangereux parce qu'il est dissimulé, camouflé, d'allure débonnaire et inoffensif? Non, répond Norman Mailer dans son dernier livre sur l'enfance d'Hitler. Le mal est le mal. Il pille, il tue, il détruit. Il a pris le visage hideux du nazisme. Il en a pris d'autres et il peut encore en prendre d'autres. Voilà ce qu'Eva Braun filmait quand elle montait au nid d'aigle dans la grande Mercedes. Eva Braun est morte depuis longtemps. Et voilà ce que nous pouvons filmer aujourd'hui. Le nid d'aigle a été vendu par l'État de Bavière à un restaurateur. Les touristes viennent y faire une cure d'altitude comme les enfants de Martin Bormann. Mais leurs enfants savent-ils ce que furent ces fantômes? Ils incarnèrent la banalité du mal. Un mal qui s'oublie et qui revient toujours. Partout. L'histoire de l'humanité est une histoire de meurtre. Je pense que c'est un luxe de penser que le meurtre, on pourrait en finir avec cette idée de meurtre. Je pense que c'est la philosophie des Lumières, c'est le XVIIIe siècle. Et donc, à l'échelle de l'histoire, c'est avant-hier. Sinon, le meurtre est légitime, simplement. À l'intérieur d'une société, il y a des lois disant « tu ne tueras pas ».
Sauf en guerre. Mais dans l'affrontement des sociétés, évidemment, le meurtre est tout à fait légitime et nécessaire, et c'est un devoir.